Mesdames et messieurs, chers auditeurs d'Africa Tsukiza, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro d'analyse panafricaine. Aujourd'hui, nous recevons par appel direct Monsieur Nabouchi Kabare, blogueur panafricain. Il est analyste politique et spécialiste des dynamiques géopolitiques de la région des Grands Lacs. Avec son expertise, il va nous aider à décrypter un sujet majeur de l'actualité, le nouvel accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Monsieur Nabouchi Kabare, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'inviter et de me tendre votre micro pour tenter, dans les moyens du possible, essayer d'étayer un peu la lanterne de vos auditeurs. Monsieur Nabouchi Kabare, quels sont selon vous les éléments essentiels de cet accord? En quoi se distingue-t-il des initiatives précédentes qui n'ont pas abouti? Tout ça, tous on le connaît. Cet accord, la particularité est simple de cet accord. Vous savez, très souvent, la RDC est en train de vivre cette situation depuis 1997 et à chaque fois, lorsqu'on venait dans les négociations d'accords, il y avait deux types d'accords. Il y avait un accord où tout le monde semblait être autour, en train de pousser la RDC à accepter des compromis vers un groupe armé. Ça dépend du nom, depuis l'horizon changé en AFDL, CNDP, RCD, consorts, j'en passe, M23 et autres. Et en soumet, il y avait des négociations entre les chefs d'État, celui qui représentait le pouvoir congolais, avec celui qui représentait l'État rwandais, parce que c'est le Rwanda qui entretient, qui forme et puis qui soutient ces groupes armés. Mais cette fois-ci, on a exposé. Donc, cette fois-ci, au lieu de ne se concentrer publiquement que sur la négociation entre l'État congolais et un groupe armé, cette fois-ci, la communauté internationale s'est concentrée sur le cas du Rwanda. C'est-à-dire que la RDC, le président de la RDC, le président Tshisekedi, a pointé du doigt, a désigné son adversaire, au lieu de se contenter de dire qu'il y a un groupe armé, il y a une rébellion qui s'attaque et qui déstabilise mon pays et qui tue mes concitoyens. Excusez-moi, pourquoi les autres présidents qui ont précédé n'ont pas pu agir comme M. Tshisekedi a eu à faire? Mais il faut savoir qui était au pouvoir en ce moment-ci, qui gérait les choses du côté de Kinshasa. Ce n'était pas de l'intérêt de celui qui était du côté de Kinshasa à désigner, sinon à dénoncer le Rwanda. Donc il allait de son avantage pour que le Rwanda puisse rester caché, soumis et de ne pas les dénoncer. Maintenant qu'il y a un véritable patriote à la tête du pays, qui pense pour le pays, qui veut que le pays trouve une réelle paix et non une paix de façade, cette fois-ci, il a décidé de toucher le problème réellement et non de le cajoler et non de mettre un peu du mascara là-dessus. Donc la différence est que à l'époque, le président congolais, là on parle de Joseph Kabila Kanambe, lui, il trouvait qu'il était mieux d'aller voir discrètement Kagame à Kampala, s'organiser, tenir quelques contacts, s'organiser et puis signer la paix entre eux là-bas, s'entendre entre eux en une cuisine interne et puis revenir à la face des gens en utilisant les pontins qu'appelait le président Tshisekedi pour déstabiliser le pouvoir interne, parce que à chaque fois qu'il y avait signature de ces accords de paix entre les groupes armés et la République du Congo, démocratique du Congo, autant pour moi je vais y arriver, eh bien le Congo Kinshasa sacrifiait sa souveraineté, sacrifiait sa sécurité, sacrifiait son appareil politique intérieur aux dépens de son adversaire, sinon du pays agresseur, donc le Rwanda. Bon, aujourd'hui, cette fois-ci, le président congolais, le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, a décidé de pointer directement le Rwanda et de chercher à ce que la communauté internationale, parce que ça c'est un fait nouveau, c'est toute la communauté internationale qui accompagne la République démocratique du Congo avec le vote de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, et cette fois-ci vous voyez que le jour de la signature de l'entérinement de cet accord de paix qui, je le rappelle, a été signé depuis le 27 juin 2025, eh bien il y a eu la présence du président de l'Union africaine, Monsieur le président Joao Lorenzo, et du négociateur de l'Union africaine, le président du Conseil togolais, Fania Singwe, et du patron de la région des Grands Lacs, le président burundais Evariste Ndayishimiye, parce qu'il faut savoir que c'est grâce à lui que la rébellion de Paul Kagame n'avance plus et que la région est stable pour le moment, c'est grâce aux forces armées burundaises. Il y a eu la présence du Kenya,
il y a eu aussi la présence des autres négociateurs, Voilà. le Qatar était là et consort. Donc cette fois-ci, la particularité, c'est que cette fois-ci, le Congo a négocié directement avec le Rwanda, pas en sous-main, pas dans une cuisine interne, mais en public devant les gens. Et, oui. Oui, même si un accord, on sait que ça peut toutefois échouer, même si les conditions de son application ne sont pas, en tout cas, réunies, entre enjeux sécuritaires, tensions politiques, pression peut-être internationale, plusieurs éléments peuvent entraver sa mise en œuvre. Alors, à votre avis, quels sont les principaux défis ou obstacles susceptibles de freiner l'application effective de cet accord, que ce soit du côté de la RDC ou du Rwanda? En tout cas, bon, ok, merci beaucoup. Il ne faudra pas qu'on puisse aller vite en besogne et se laisser avoir par ce leurre d'accord de pain ou consort. Non. Déjà, je vous dis déjà, à la honte de la communauté internationale, et c'est bien triste de faire ce constat, cet accord ne va pas accorder à apporter la paix aux populations des régions des Grands Lacs, au peuple congolais et consorts. Ça, il faut qu'on se le dise, nous allons pas nous leurrer. Donc, vous savez que la première fois que Paul Kagame a signé avec la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, c'était en 91, les accords d'Entélé, et Paul Kagame était en position de faiblesse. Nous connaissons la suite, comment est-ce que ça s'est passé. En 2022, en 2002, autant pour moi, avec Joseph Kabila, pareil, Paul Kagame, la Banque mondiale lui avait coupé les vivres et consorts, il subissait des pressions internes, il avait cédé. Mais aujourd'hui, cette fois-ci aussi, il a été carrément humilié, vous avez vu les images. Donc je ne pense pas que cet accord va apporter la paix pour les populations de la République démocratique du Congo ou encore de la région des Grands Lacs. Mais pourquoi? Parce qu'il faut bien citer les choses, nommer les choses. L'opposant congolais Martin Fayulu nous l'a bien dit lors de son allocution récemment, il a dit que le problème, sinon encore la supercherie qu'utilise Kagame à tout moment pour attaquer, pour entretenir l'instabilité à l'est de la RDC, c'est le problème des FDLR, c'est le problème de sa sécurité, dit-on. Donc, tant que cet accord n'a pas réellement abordé ce problème de façon sérieuse, la paix ne reviendra pas parce qu'on ne parle que de la neutralisation des FDLR. Mais qui sont ces FDLR? Donc, l'accord ne précise pas. Et comment est-ce que ces FDLR sont venus à exister? Ils viennent d'où? Quelles sont leurs histoires? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce que Kigali reproche à FDLR, à ces FDLR, voyez-vous? Parce que, aux dernières nouvelles, ces FDLR sont des Rwandais. Donc, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, le président Paul Kagame, malgré sa puissance militaire, il n'arrive pas à ouvrir un cadre de dialogue avec ses confrères rwandais des FDLR pour trouver un moyen de résoudre leurs problèmes, pour trouver un moyen de pallier donc à ce conflit entre lui et l'ancienne majorité au pouvoir, aujourd'hui devenue une rébellion en lutte de défense et consorts. Donc, tant que cette question-là n'a pas été traitée, tant qu'on n'a pas demandé au Rwanda de dialoguer directement avec les FDLR, comme on a demandé à la République démocratique du Congo de partir au Qatar et de discuter directement avec la M23, tant que cette partie-là n'a pas été traitée de façon claire et nette, il n'y aura pas la paix. Parce que personne ne saura neutraliser ces FDLR-là. Les gens, ce qu'on appelle les FDLR-là, ce sont les gens qui se sont mariés avec les Congolais à l'est de la RDC, ce sont les gens qui ont des enfants là-bas, ce sont les gens... Il fallait en tout cas qu'ils fassent ces trois entités-là, la RDC, le Rwanda et le M23. Je pense comme ça, peut-être. Exactement, mais le M23 c'est le Rwanda, il n'y a pas de différence entre les deux. Il faille plutôt appeler au Rwanda de négocier, de trouver un cadre de négociation directe avec les FDLR. Parce que nous savons que les armes, ça ne résout rien. Tant que vous voulez, même lorsque les Alliés ont gagné lors des grandes guerres, ça s'est terminé par des négociations. Donc, les armes, dire qu'il faut neutraliser, c'est-à-dire éliminer physiquement les FDLR, c'est illusoire. Vous ne pouvez pas éliminer physiquement de millions de gens comme ça, ou des milliers de personnes dispersées. Du côté, excusez-moi, du côté de la RDC, apparemment, d'après certains analystes, on a su écouter, je peux pas citer les noms,
que le président Tshisekedi a eu à vendre la RDC parce que il a eu à accepter certains accords qui n'ont pas été à leur place, au fait. Ce que nous avons su écouter d'après certains analystes. Donc ça, je vais pas citer les noms. Genre le président Tshisekedi a eu à vendre la RDC avec ses accords. Est-ce que bon, mais ça c'est les vendeurs d'illusions, hein. Ça c'est le vendeur de sable. Vous savez, j'entends par-ci par-là dire qu'il faille publier ouvertement ces accords, de quoi s'agit-il, mais ces accords sont publics, sont déjà en ligne, vous pouvez télécharger ces accords, que ce soit l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, les mécanismes mis en place pour surveiller l'effectivité de cet accord, que ce soit le deal minier entre la RDC et les USA et l'Amérique, ça c'est public, c'est connu de tous, c'est des notoriétés publiques, que ce soit l'accord d'intégration économique et régionale entre la RDC et la sous-région des Grands Lacs, voilà pourquoi ce qui explique la présence du Kenya, l'Ouganda a été représenté, encore du Burundi, mais c'était pour ça. Donc ce sont des accords où vous pouvez aller télécharger dans les sites officiels du département d'État américain ou encore sur les portails web de la République démocratique du Congo. Vous pouvez lire l'intégralité de ces accords. Nous allons nous pencher en tout cas sur ce côté-là. Nous savons tous au cœur de cette tension-là, ce sont les populations civiles, en particulier celles de l'Est de la RDC, qui vivent les conséquences directes du conflit. Leur attente est immense, côté sécuritaire, côté développement, côté stabilité. Mais cet accord peut-il réellement changer leur quotidien? Est-ce que ça peut en tout cas s'appliquer à la lettre? Bon, il y a deux accords. Il y a l'accord de paix et l'accord d'intégration économique et régionale. L'accord de paix, je dis déjà non, parce que cette signature ne nous met juste que dans l'antichambre de la paix. C'est-à-dire que Paul Kagame va intensifier ses positions parce qu'au moment où je vous parle, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, les combats continuent. Donc, ils vont intensifier ses positions et peut-être que, comme l'a dit très récemment la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaikamba Wagner, et qu'il y aura des prises de sanctions contre le Rwanda et qu'on va asphyxier le régime rwandais et que cette fois-ci, parce qu'il faut que le régime tombe, il faut que le régime passe pour que la paix revienne pérennement et sereinement en République démocratique du Congo. Il peut même, j'ai entendu dire que le président américain hier pendant sa conférence a dit que les troupes rwandaises vont se retirer très rapidement. Vous allez voir, ça va. Oui, les troupes rwandaises peuvent se retirer très rapidement, mais le Rwanda ne cessera pas pour autant de continuer à troubler la quiétude de ces populations-là. Là, c'est pour la question de l'accord de paix, voyez-vous. Maintenant, pour la question de l'accord économique et de l'intégration régionale et économique, oui, elle pourra réellement changer la vie des peuples qui sont là, aux frontières, au centre, entre le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, et dans la région des Grands Lacs et dans East Africa Community. Oui, parce que vous voyez déjà la dynamique des travaux. Il y a beaucoup des chemins de fer qui aujourd'hui sont en construction, qui vont relier la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo. Il y a un projet de piste agricole entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Tout ça, ça crée de la valeur, tout ça, ça crée des emplois, tout ça, ça crée un marché, voyez-vous. Donc je pense que si la paix revient effectivement, s'il y a un retour effectif de la paix, ben ces populations-là pourront donc bénéficier d'un grand marché dynamique, prospère. Donc je pense que de ce côté-ci, l'accord d'intégration régionale, c'est un aubaine pour le peuple congolais, et aussi le deal minier entre la RDC et les USA, c'est aussi avantageux pour le peuple congolais parce que les Américains vont amener leur technologie, ils vont amener leurs industries, ils vont s'installer là-bas, ils ne vont pas que extraire les minéraux et aller les raffiner ailleurs. D'accord, merci. Nous arrivons en tout cas au terme de cette émission consacrée à l'analyse et de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, nous tenons en tout cas à exprimer toutes nos gratitudes à notre invité du jour, monsieur Nabouchi Kabaré, qui est le blogueur panafricain, et analyste politique spécialisé dans la région des Grands Lacs. À vous, chers auditeurs, merci de votre fidélité, votre attention et votre engagement à suivre nos programmes. Continuez à rester connectés sur Africa Soxa, votre web radio de référence pour comprendre l'actualité du continent avec sérieuxité, neutralité, expertise. Je vous dis au revoir, à très bientôt pour une nouvelle émission.